Ma mère est décédée d'une crise cardiaque foudroyante à 58 ans. Et je pensais tout savoir d'elle. Elle s'appelait Dominique Martin, une assistante de direction qui vivait discrètement dans un petit pavillon, lisant des romans chaque soir et me demandant des nouvelles de ma vie lors de nos déjeuners dominicaux. Puis est venue la lecture du testament, et le notaire m'a remis une enveloppe scellée contenant une vieille photographie et une vieille clé. Avant que vous puissiez accéder à votre héritage, stipulait le testament, vous devez retrouver l'homme sur cette photo et lui donner cette clé. L'homme était un inconnu, et je ne me doutais pas que j'étais sur le point de découvrir que ma mère avait mené toute une vie secrète dont j'ignorais l'existence. Avant de commencer, avez-vous déjà découvert quelque chose de surprenant sur un parent ou un être cher après son départ? Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires d'identité cachée, d'héritages inattendus et de la complexité des gens que nous pensons connaître, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où j'ai appris que ma mère n'était pas celle que je croyais. Ma mère est morte un mardi d'octobre. Dominique Martin avait 58 ans, et elle se plaignait de brûlures d'estomac depuis quelques jours. Rien qui ne semblait grave, rien qui ne nous ait inquiétés. Elle s'était couchée tôt ce lundi soir, et quand je l'ai appelée le mardi matin pour notre appel habituel, elle n'a pas répondu. J'ai conduit jusqu'à sa maison, un petit pavillon coquet et bien rangé où elle vivait seule depuis que j'avais déménagé à 22 ans. Je l'ai trouvée dans son lit, l'air paisible, déjà parti. Le SAMU m'a dit qu'il s'agissait d'un infarctus massif, probablement dans son sommeil, et qu'elle n'avait pas souffert. C'était censé être un réconfort, mais ça ne l'était pas. Elle avait 58 ans. Elle aurait dû avoir encore des décennies devant elle, et maintenant, elle n'était plus là. À 31 ans, je suis donc devenu orphelin. Mon père était parti quand j'avais 2 ans. Je n'avais aucun souvenir de lui, aucune relation, juste un nom sur un acte de naissance et une pension alimentaire qui s'était arrêtée à mes 18 ans. Il n'y avait toujours eu que ma mère et moi, et maintenant, il n'y avait plus que moi. Les obsèques ont eu lieu en petit comité. Ma mère était une personne réservée, avec peu d'amis proches. Ses collègues du cabinet d'avocats où elle avait travaillé comme assistante de direction pendant 25 ans sont venus. Quelques voisins, ma petite amie Mélanie, et c'était tout. Tout le monde disait les mêmes choses. Elle était si gentille, si discrète. Elle ne se mêlait pas de la vie des autres, mais elle était toujours agréable. C'était un éloge de la discrétion, d'une femme qui avait vécu tranquillement et n'avait laissé aucune marque particulière sur le monde, si ce n'est d'être une bonne employée et une mère aimante. Je pensais tout savoir de ma mère. Elle avait eu le même travail toute ma vie. Elle avait vécu dans la même modeste maison. Elle passait ses soirées à lire, toujours à lire, sa maison remplie de livres, sa liseuse constamment chargée de nouveaux romans. Elle s'était intéressée à mon travail de développeur de logiciels, avait assisté à ma remise de diplôme universitaire, avait rencontré Mélanie et l'appréciait sincèrement. Elle avait été stable, fiable, sans histoire, comme le sont souvent les bonnes personnes discrètes. Une semaine après les funérailles, j'ai rencontré son notaire pour régler la succession. Je m'attendais à ce que ce soit simple. Elle avait la maison, probablement quelques économies, peut-être une petite assurance vie, rien de compliqué. Maître Dubois, son notaire, était un homme d'une 60aine d'années qui s'occupait de son testament et de ses affaires juridiques de base depuis des années. Il m'a accueilli avec une sympathie professionnelle et a sorti un dossier. La succession de votre mère est de structure relativement simple, mais il y a une condition inhabituelle attachée à l'héritage principal. Quel genre de condition? Il a sorti une enveloppe scellée, en papier crème épais, avec mon nom écrit de la main soignée de ma mère. Elle a laissé des instructions spécifiques. Je dois vous donner cette enveloppe. À l'intérieur se trouve une photographie et une clé. Vous devez retrouver l'homme sur la photo et lui remettre cette clé. Ce n'est qu'après avoir accompli cette tâche que l'héritage complet pourra être distribué. Je l'ai dévisagé. C'est bizarre. Pourquoi aurait-elle fait ça? Je l'ignore. Elle a mis cela en place il y a 5 ans et l'a mis à jour chaque année pour s'assurer que les instructions restaient actuelles. Elle a été très claire sur le fait que cette tâche doit être accomplie avant que vous puissiez accéder à l'héritage principal. Et si je ne le fais pas? La succession reste en fiducie. La maison et ses économies, environ 70 000 €, vous sont transférés immédiatement. Mais il y a un compte secondaire et d'autres actifs qui ne peuvent être débloqués qu'une fois la tâche accomplie. Quel genre d'actifs? Je ne sais pas. Elle ne me l'a pas divulgué.
Les instructions disent simplement qu'une fois la clé remise, je devrais vous fournir des documents conservés dans un coffre-fort scellé. C'était insensé. Ma mère, si pragmatique et directe, avait organisé une sorte de chasse au trésor d'outre-tombe. Maître Dubois m'a tendu l'enveloppe. Je suis désolé pour votre perte, Henri, et je suis désolé que ce soit plus compliqué que ça ne devrait l'être, mais votre mère a été très précise sur ses instructions. J'ai ramené l'enveloppe à la maison et l'ai ouverte les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient 2 objets, une vieille clé, ornée et ancienne, attachée à une simple chaîne, et une photographie. La photo était vieille, datant probablement des années 90 d'après la qualité et les couleurs passées. Elle montrait ma mère, peut-être au milieu de la trentaine, plus jeune que je ne l'avais jamais vraiment connue, mes premiers souvenirs clairs remontant à l'âge de 5 ans. Elle se tenait devant ce qui ressemblait à une boutique d'antiquités, souriant sincèrement, le bras passé autour d'un homme que je n'avais jamais vu. L'homme semblait avoir à peu près le même âge que ma mère, peut-être la fin de la trentaine sur la photo. Il était grand, mince, avec des cheveux bruns et des lunettes, portant un cardigan qui lui donnait un air un peu intellectuel. Il souriait aussi, et il y avait une aisance entre eux sur la photo, le langage corporel de personnes qui sont à l'aise l'une avec l'autre, familières. Derrière eux, on pouvait distinguer une partie de l'enseigne de la boutique. Je pouvais déchiffrer des fragments de lettres, point Géry du Capri. Qui était cet homme? Pourquoi ma mère ne l'avait-elle jamais mentionné? Et pourquoi étais-je censé le retrouver une vingtaine d'années plus tard pour lui donner une clé? J'ai appelé Mélanie, qui est venue immédiatement. Ensemble, nous avons examiné la photo sous une meilleure lumière, essayant d'en extraire toute information possible. L'enseigne, dit Mélanie en montrant du doigt. Tu arrives à lire ce qui est écrit? Je me suis approché. On dirait le point Géry du Capri. Peut-être horlogerie du Capricorne ou quelque chose comme ça. Mélanie a sorti son téléphone et a commencé à chercher. L'horlogerie du Capricorne, dit-elle après un moment. Il y a une boutique de ce nom à Lyon. Elle existe depuis plus de 40 ans. Lyon était à environ 2 heures de route de la maison, assez proche pour que ma mère ait pu s'y rendre, bien que je n'ai aucun souvenir d'elle y allant pendant mon enfance. Le propriétaire est un certain Stéphane Fournier, continua Mélanie, lisant sur le site web minimaliste de la boutique. Pas de photos, pas de biographie, juste une adresse et un numéro de téléphone. Stéphane Fournier. Ce nom ne me disait rien. Je n'avais jamais entendu ma mère mentionner quelqu'un de ce nom. Tu devrais appeler, suggéra Mélanie. J'ai essayé. Le téléphone a sonné 6 fois avant de basculer sur une messagerie vocale générique. J'ai laissé un message. Je m'appelle Henri Martin. J'essaie de joindre Stéphane Fournier au sujet de Dominique Martin. S'il vous plaît, rappelez-moi. Il n'a pas rappelé ce jour-là, ni le lendemain. Après 3 jours d'attente, j'ai décidé de prendre la voiture pour Lyon. J'avais la photo. J'avais la clé. Et je n'avais que des questions. L'adresse m'a conduit dans un quartier historique de Lyon, un dédale de petites boutiques et de bâtiments anciens qui avaient échappé à la gentrification. L'horlogerie du Capricorne était coincée entre une librairie d'occasion et un magasin de disques vinyles d'époque. La vitrine était encombrée d'horloges anciennes, des horloges comtoises, des pendules de cheminée, des coucous, des montres à gousset. Un panneau écrit à la main dans la vitrine disait « Réparation sur rendez-vous uniquement ». J'ai essayé la porte. Elle était verrouillée. J'ai frappé, attendu, frappé à nouveau. Finalement, une voix de l'intérieur, « Nous sommes fermés. Monsieur Fournier, je dois vous parler de Dominique Martin. » Un long silence, puis le bruit de serrure qu'on tourne. La porte s'est entr'ouverte et un homme a regardé. Fin de la cinquantaine, mince, avec des cheveux grisonnants et des lunettes. Le même homme que sur la photo, juste 25 ans plus vieux. Dominique Martin, répéta-t-il, la voix prudente. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? C'était ma mère. Elle est décédée il y a 2 semaines. Le visage de l'homme est devenu blanc. Il s'est agrippé au cadre de la porte, ses genoux semblant flageolés. Dominique est morte? Oui, je suis désolé. Je sais que vous étiez amis. J'ai une photo de vous deux. Elle a laissé des instructions dans son testament. Je suis censé vous donner quelque chose. Stéphane Fournier a ouvert la porte en grand, les yeux dévastés. Entrez. L'intérieur de la boutique était écrasant. Des horloges partout, couvrant chaque mur, remplissant chaque surface. Le tic-tac était presque assourdissant,
des centaines de mécanismes marquant le temps à des rythmes légèrement différents. La boutique sentait l'huile, le vieux bois et le temps lui-même. Stéphane m'a conduit dans une petite arrière-salle qui servait de bureau, dégageant des papiers d'une chaise pour que je puisse m'asseoir. Il s'est laissé tomber dans le fauteuil derrière le bureau, me regardant avec une expression de profonde tristesse. J'aurais dû lui rendre visite, dit-il, plus pour lui-même que pour moi. J'aurais dû prendre de ses nouvelles, mais elle insistait tellement sur la distance, sur le fait de garder les choses séparées. Monsieur Fournier, je ne comprends pas. Comment connaissiez-vous ma mère? Il m'a regardé avec un air de surprise. Elle ne vous a jamais parlé de moi? Non, je n'avais jamais entendu votre nom avant de trouver votre boutique. Cette photo est la seule preuve que j'ai que vous vous connaissiez. J'ai sorti la photo et l'ai posée sur le bureau. Stéphane l'a prise, ses mains tremblant. Elle a été prise il y a 26 ans. On venait juste de fêter la publication de son premier roman. Elle était si heureuse ce jour-là. Un roman? Ma mère n'était pas écrivaine. Elle était assistante de direction. Stéphane m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Henri, votre mère était l'une des écrivaines les plus talentueuses de sa génération. Elle n'a juste jamais laissé personne le savoir. Je l'ai regardé fixement. De quoi parlez-vous? Est-ce qu'elle vous a envoyé ici avec quelque chose? Elle disait toujours que s'il lui arrivait quelque chose, il y aurait une clé. Sans un mot, j'ai sorti la vieille clé et la lui ai tendue. Stéphane l'a prise, s'est levé et est retourné dans la boutique principale. Je l'ai suivi, le regardant s'approcher d'une immense horloge comtoise dans un coin, faisant facilement 2,50 m de haut, en bois sombre avec des sculptures complexes, un meuble ancien valant clairement bien plus que tout le reste dans la boutique encombrée. Il a inséré la clé dans une petite serrure à la base de l'horloge que je n'avais même pas remarquée. La serrure a tourné et un panneau caché s'est ouvert, révélant un compartiment dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence. À l'intérieur se trouvait un portefeuille en cuir épais de papier et plusieurs autres objets que je ne pouvais pas distinguer d'où je me tenais. Stéphane a sorti le portefeuille et me l'a tendu avec un soin respectueux. Votre mère était à Renaud. L'écrivaine à Renaud. Et ceci est son héritage. J'ai ouvert le portefeuille les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des manuscrits, des pages imprimées, des contrats, des lettres, et au-dessus, une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main de ma mère. À Renaud, ai-je répété. Le nom a déclenché quelque chose dans ma mémoire. La romancière, celle qui a écrit La distance entre les étoiles et Révolution silencieuse. Et 10 autres, a confirmé Stéphane. 12 livres en 26 ans, tous des best-sellers, tous acclamés par la critique, tous écrits par votre mère. Je me suis assis lourdement sur le sol de l'horlogerie, le portefeuille sur mes genoux, mon esprit incapable de traiter ce que j'entendais. Renaud était célèbre. Pas une célébrité de blockbuster, mais une célébrité littéraire. Le genre d'auteur qui gagne des prix, qui est étudié à l'université, qui est interviewé sur France Culture et dont les thèmes profonds font l'objet d'essais. Et cet auteur, c'était ma mère. Ma mère qui travaillait comme assistante de direction, qui vivait dans un petit pavillon dans une petite ville, qui passait ses soirées à lire mais ne parlait jamais, au grand jamais, d'écriture. Je ne comprends pas, dis-je. Pourquoi aurait-elle caché ça? Stéphane s'est assis par terre à côté de moi, tous deux entourés par le tic-tac des horloges. Parce que votre mère était terrifiée à l'idée d'être vue. Elle souffrait d'une anxiété sociale sévère. L'idée de la célébrité, des interviews, que les gens connaissent son nom et son visage, ça la paralysait. Il a pris une profonde inspiration. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous étions tous les deux en lettres. Tous les deux voulions être écrivains. Après notre diplôme, j'ai ouvert cette boutique parce que j'avais besoin d'un revenu stable. L'écriture ne payait pas les factures. Dominique a trouvé son poste d'assistante, mais elle n'a jamais arrêté d'écrire. Quand son premier livre a-t-il été publié? En 1999. Vous aviez 5 ans. Elle a utilisé un pseudonyme et a insisté sur un anonymat complet. Pas de photos d'auteur, pas d'interview, pas de tournée de promotion. Son éditeur a accepté parce que les livres étaient si bons qu'ils se vendraient d'eux-mêmes, et c'est ce qui s'est passé. Stéphane a sorti d'autres papiers du portefeuille, des contrats, des relevés de droits d'auteur, des critiques. Chaque mois, je récupérais son courrier dans une boîte postale qu'elle louait sous le pseudonyme. Nous déjeunions ensemble, et elle me donnait de nouveaux manuscrits ou signait des papiers.
Je l'ai aidé à naviguer dans l'aspect commercial de l'édition tout en maintenant son anonymat. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Elle voulait le faire. Elle a failli le faire de nombreuses fois. Mais année après année, le secret est devenu plus grand et plus difficile à avouer. Elle craignait que vous vous sentiez trahi. Elle craignait que si vous saviez, d'autres pourraient le découvrir. Et surtout, elle avait honte. Honte d'être une romancière brillante? Honte d'avoir trop peur pour revendiquer son propre travail. Honte de se cacher derrière un pseudonyme alors que d'autres écrivains se tenaient fièrement derrière leur nom. Elle a dit une fois qu'elle se sentait comme une usurpatrice, non pas parce qu'elle n'avait pas écrit les livres, mais parce qu'elle était trop lâche pour les assumer. J'ai sorti l'enveloppe avec mon nom dessus, je l'ai ouverte les mains tremblantes. À l'intérieur, plusieurs pages écrites de la main de ma mère. J'ai commencé à lire. Mon très cher Henri, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et que Stéphane t'a donné la clé de la vérité que j'avais trop peur de te dire de mon vivant. Je suis désolé. Je suis si désespérément désolé que tu aies dû apprendre cette partie de ma vie après mon départ. Que je n'ai pas eu le courage de la partager avec toi quand j'aurais pu voir ton visage, répondre à tes questions, m'expliquer correctement. Mais j'ai toujours eu trop peur. Peur du jugement. Peur que tu penses que je t'avais menti toute ta vie. Peur que mon identité secrète soit exposée et que je doive affronter la célébrité et l'attention que j'ai passé près de 30 ans à éviter. Je sais que cela n'a pas de sens. Je sais qu'il semble absurde que quelqu'un n'écrive des livres que des millions de gens lisent pour ensuite se cacher du succès même qu'elle a obtenu. Mais Henri, j'ai eu peur toute ma vie. Peur d'être vu, d'être connu, d'être jugé. Les seuls endroits où je n'ai jamais eu peur étaient dans mon écriture, et avec toi. Chaque livre que j'ai écrit était une lettre d'amour pour toi, même si tu ne le savais pas. Les thèmes que j'explorais, des mères célibataires trouvant leur force, des enfants découvrant leur identité, des gens apprenant à être courageux, tout cela était inspiré par notre vie ensemble, par la façon dont tu me donnais envie d'être meilleur, même si j'avais trop peur de l'être vraiment. L'argent des livres, et il y en a, plus que tu ne peux probablement l'imaginer, te revient maintenant. Il est sur un compte séparé géré par un conseiller financier dont Stéphane te donnera les coordonnées. Les droits d'auteur de mes 12 livres publiés, investis sur 3 décennies, ont considérablement augmenté. Mais plus que l'argent, je te laisse mes mots. Dans ce portefeuille se trouve mon dernier manuscrit, mon 13e livre. Il s'appelle La femme qui se cachait, et c'est la chose la plus honnête que j'ai jamais écrite. Il parle d'une mère qui mène une vie secrète et du fils qui découvre la vérité après sa mort. Il parle de la peur et de l'amour, et de la façon dont nous décevons les personnes que nous aimons le plus. Je veux que tu le publies, non pas sous le nom d'A. Renaud, mais sous mon vrai nom, Dominique Martin. Fais savoir au monde qu'A. Renaud était une femme angoissée d'une petite ville de la région lyonnaise qui écrivait des livres en secret tout en élevant seul son fils. Fais-leur savoir que la distance entre qui nous sommes et qui nous prétendons être peut être énorme, et que parfois, les personnes les plus proches de nous sont celles dont nous nous cachons le plus. Je suis désolé d'avoir eu trop peur de vivre ouvertement. Je suis désolé d'avoir choisi le secret plutôt que l'honnêteté avec toi. Je suis désolé pour toutes les façons dont ma peur a limité nos deux vies. Mais Henri, je veux que tu saches qu'être ta mère a été la seule chose dont je n'ai jamais eu peur. C'était le seul rôle où je n'ai jamais eu l'impression de faire semblant. Chaque autre partie de ma vie était jouée derrière un pseudonyme ou un masque professionnel. Mais avec toi, j'étais toujours juste maman, et ça a toujours été suffisant. Je t'aime. Je suis fier de toi. Et je suis désolé de ne pas avoir été assez courageuse pour te montrer toutes les facettes de qui j'étais. Maman. Je pleurais quand j'ai fini. Stéphane pleurait aussi. Nous sommes restés assis là, sur le sol de l'horlogerie, entourés par les tic-tac des horloges, pleurant une femme qui avait vécu 2 vies et avait eu trop peur de les laisser se croiser. Elle a écrit 12 livres, dis-je enfin. Je peux les lire. Je peux apprendre à la connaître à travers eux. Ils sont magnifiques, Stéphane. Chacun d'entre eux. Votre mère avait un don pour capturer ce qui nous rend humains. Au cours des mois suivants, j'ai tout lu. Les 12 romans publiés, reconnaissant la voix de ma mère dans chaque phrase, même si je n'avais jamais su que c'était elle qui les écrivait. Le manuscrit final, La femme qui se cachait, qui était si clairement autobiographique que c'en était douloureux à lire. Et les documents commerciaux, les contrats, les relevés de droits d'auteur montrant qu'A. Renaud avait gagné des sommes substantielles, judicieusement investies sur des décennies, totalisant maintenant plus de 3,7 millions d'euros.
Ma mère avait été riche. Elle avait eu du succès. Elle avait été célèbre, d'une certaine manière. Et elle vivait dans un petit pavillon, occupant un emploi dont elle n'avait pas besoin, cachant tout cela à tout le monde, y compris à moi. Mélanie m'a aidé à digérer. Elle n'essayait pas de te faire de mal, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions dans la maison de ma mère, entourée de ses livres. Elle avait juste peur. Certaines personnes ont peur de l'échec. Ta mère avait peur du succès. J'aurais aimé qu'elle me le dise. J'aurais aimé la connaître entièrement. Mais tu la connaissais. Les parties importantes. C'était ta mère. Elle t'aimait. Elle te soutenait. L'écriture était son monde privé, mais tu étais son monde public. Peut-être qu'elle avait besoin des deux. Stéphane est devenu une présence inattendue dans ma vie. Nous nous voyions régulièrement et il me racontait des histoires sur ma mère que je n'avais jamais entendues. Son humour, son perfectionnisme, sa joie lorsqu'une phrase particulièrement difficile finissait par fonctionner. Elle parlait de toi constamment, m'a dit Stéphane. À chaque déjeuner, à chaque réunion, elle me racontait tes réussites, ta petite amie, ta vie. Tu étais son sujet de conversation préféré. A-t-elle jamais dit pourquoi elle ne m'avait rien dit? Elle a dit une fois qu'elle avait créé ce mur entre ses deux vies, et plus il restait debout, plus il était difficile de l'abattre. Elle craignait que si elle te le disait, tout s'effondrerait, l'anonymat, la séparation soignée. Elle s'est convaincue qu'elle te protégeait du chaos de sa vie secrète. Mais en réalité, je pense qu'elle se protégeait elle-même de devoir être courageuse. 6 mois après la mort de ma mère, j'ai publié son dernier manuscrit sous son vrai nom, non pas Renaud, mais Dominique Martin. Et j'ai inclus une préface expliquant qui elle était, pourquoi elle s'était cachée, et ce que son œuvre signifiait. Le monde de l'édition était abasourdi. Ah. Renaud, la recluse, l'anonyme, la mystérieuse, s'est révélée être une assistante de direction de province qui avait écrit 12 romans acclamés tout en travaillant à temps plein et en élevant seul un fils. Le livre est devenu un best-seller immédiatement. Pas seulement à cause de la révélation, mais parce qu'il était vraiment brillant. Le meilleur travail de ma mère, l'exploration la plus honnête de la peur et de l'identité qu'elle ait jamais écrite. J'ai donné des interviews, chose que ma mère n'aurait jamais faite. J'ai parlé d'elle, de la double vie qu'elle avait menée, de ce que cela signifiait de découvrir que votre parent vous avait caché des mondes entiers. Êtes-vous en colère, m'a demandé un journaliste lors d'une interview. J'y ai réfléchi. Je l'étais au début. En colère qu'elle ne m'ait pas fait confiance avec la vérité. Mais maintenant, je comprends. Elle ne se cachait pas de moi. Elle se cachait d'elle-même, de l'idée d'être vue, d'être connue. Et d'une certaine manière, son secret était sa propre forme de lettre d'amour. Elle protégeait son monde d'écriture privée si farouchement parce que c'est là qu'elle traitait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute, y compris à quel point elle m'aimait. Le lancement du livre La femme qui se cachait a eu lieu à Lyon, dans une librairie près de la boutique de Stéphane. Mélanie était là, et Stéphane, et une salle remplie de gens qui avaient aimé l'œuvre d'art. Renaud était impatient de mettre enfin un vrai nom et une histoire sur le pseudonyme. J'ai parlé de ma mère pendant 20 minutes, non pas comme la célèbre romancière, mais comme la femme qui m'avait élevé, qui m'avait préparé le petit déjeuner et aidé avec mes devoirs et demandé comment s'était passée ma journée, qui vivait une vie secrète, mais n'avait jamais laissé ce secret diminuer sa présence dans la mienne. Ma mère était à Renaud, mais plus important encore, elle était Dominique Martin. Elle n'était pas parfaite. Son secret nous a blessés tous les deux de manière que nous ne pouvons pas défaire. Mais elle était réelle, et elle était la mienne. Et je suis fier de partager enfin son travail avec vous sous son vrai nom. L'héritage, les 3,7 millions d'euros de droits d'auteur et d'investissement, m'a permis de faire des changements dans ma propre vie. J'ai quitté mon emploi dans l'informatique et j'ai créé une start-up liée à la lecture et à l'écriture de livres. Mélanie et moi nous sommes fiancés, prévoyant un beau mariage que ma mère aurait adoré. Et j'ai lu. J'ai lu les 12 romans de ma mère encore et encore, apprenant à la connaître à travers ses mots d'une manière que je ne l'avais jamais connue de son vivant. Je me suis retrouvé dans ces personnages, les fils aux prises avec leur identité, les enfants de mères célibataires apprenant à être indépendants. J'ai trouvé ces peurs dans ces thèmes, la terreur d'être vraiment vu, les façons dont nous cachons notre moi authentique. 1 an après sa mort, j'ai visité sa tombe avec Stéphane. Nous avons apporté des fleurs et nous nous sommes assis sur l'herbe, lui parlant comme nous aurions tous les deux aimé pouvoir le faire de son vivant. Elle serait si fière de ce que tu as fait, a dit Stéphane.
publier son travail sous son vrai nom, faire savoir aux gens qui elle était. Cela demandait un courage qu'elle n'a jamais eu. Je fais ce qu'elle a demandé, je termine son histoire comme elle le voulait mais ne pouvait pas le faire elle-même. Tu fais plus que ça. Tu vis ouvertement d'une manière qu'elle n'a jamais pu. Les yeux sont sur toi maintenant. Tu es courageux pour vous deux. J'ai regardé sa pierre tombale. Nous l'avions mise à jour après la révélation, ajoutant son pseudonyme, Dominique Martin 1967 à 2025, mère aimante et auteur de renom, Art Renaud. J'aurais aimé savoir, dis-je. J'aurais aimé qu'elle me fasse confiance avec ça. Elle t'a fait confiance, a dit Stéphane. Juste pas avant d'être parti. La clé, la photo, le manuscrit. Tout ça, c'était de la confiance. Elle te faisait confiance pour comprendre, pour pardonner, pour partager son secret avec le monde de la manière dont elle ne le pouvait pas. Elle savait que tu serais assez courageux pour revendiquer son travail alors qu'elle avait trop peur de le revendiquer elle-même. Il avait raison. L'héritage n'était pas seulement de l'argent ou des manuscrits. C'était de la confiance. C'était ma mère, dans son dernier acte, me laissant enfin la voir entièrement. La romancière brillante et la femme terrifiée, l'auteur célébré et la mère célibataire effrayée, le pseudonyme public et la personne privée. Je n'ai pas pu connaître cette partie d'elle de son vivant, mais je la connais maintenant. À travers 12 romans et un manuscrit final, à travers des relevés de droits d'auteur et des contrats, à travers les histoires de Stéphane et ma propre lecture, j'ai appris à connaître Dominique Martin, l'écrivaine, aussi bien que je connaissais Dominique Martin, la mère. Ma mère a caché son succès parce qu'elle avait peur d'être perçue comme réussissant. Elle a caché son talent parce que le revendiquer aurait exigé une bravoure qu'elle ne possédait pas. Mais elle m'a donné cette bravoure en héritage, le courage de me tenir dans les librairies et d'assumer son œuvre, la force de raconter son histoire honnêtement, la capacité d'être publiquement fière de quelqu'un qui était brillamment privé. Elle a écrit 13 livres. 12 ont été publiés sous un pseudonyme qui la cachait. Le 13e a été publié sous son vrai nom et a tout révélé. Et maintenant, quand les gens lisent Renaud, ils savent qui elle était vraiment. Dominique Martin, assistante de direction le jour, romancière la nuit, mère célibataire qui a élevé un fils tout en écrivant des chefs-d'œuvre en secret. Que feriez-vous si vous découvriez qu'un parent avait toute une vie secrète? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire sur les identités cachées, les héritages inattendus et l'apprentissage de la complexité des personnes que nous aimons a touché votre cœur, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires riches de sens chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain récit captivant. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.